Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. Chiara Schippa est née le 26 mars 1910 dans la ville de Bari, en Italie. Mais alors qu'elle était très jeune, elle a émigré avec ses parents, Antonio et Maria, son frère Salvatore et sa sœur Rosa, aux États-Unis. Ils ont rejoint les millions d'Italiens ayant émigré en Amérique au début du XXe siècle. Ces immigrants cherchèrent de meilleures opportunités économiques et fuyaient la pauvreté, l'instabilité politique et le manque de perspectives en Italie. Comme beaucoup, la famille Schipper est arrivée à Ellis Island avec peu de biens, mais une grande volonté de bâtir une vie meilleure. Dans des villes comme New York, les migrants italiens ont formé des communautés soudées, souvent appelées Petites Italies, et ont travaillé dans des secteurs exigeants comme la construction, la confection de vêtements et le travail en usine. Malgré les obstacles, ils ont fortement soutenu la croissance industrielle américaine, tout en préservant leurs traditions culturelles par la cuisine, la langue et les festivals. Chiara, rapidement appelée Catherine, s'est adaptée à la vie américaine. Elle est allée à l'école et, un temps, tout semblait aller bien pour la famille. En 1916, le père de Catherine, Antonio, a été condamné pour agression et a passé 10 mois en prison. La stabilité de la famille a été brisée et, pendant l'absence de son mari, Maria a dû s'occuper seule des enfants. Avant qu'Antonio ne puisse se remettre complètement des conséquences de sa condamnation, il est malheureusement décédé, laissant Maria veuve et les enfants, Salvatore, Rosa et Catherine, sans père. Maria décida de subvenir aux besoins de sa famille, en transformant leur maison en pension pour accueillir des locataires. Ce revenu aidait, mais restait insuffisant. Elle travaillait aussi de longues heures en usine dans des conditions difficiles. Malgré l'épuisement, elle persévérait, faisant tout ce qu'il fallait pour que ses enfants aient de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de leur tête. Sa résilience et son travail acharné sont devenus la colonne vertébrale de la famille, alors qu'elle jonglait entre les exigences de la gestion d'une pension et la fatigue physique du travail en usine. Parmi les locataires ayant emménagé chez Maria figurait Luigi Fino, un parent. Luigi était marié, avait une femme et 2 enfants vivant ailleurs, mais sa vie conjugale n'a jamais été discutée ouvertement. Il travaillait comme carreleur, gagnait un revenu modeste et était généralement considéré comme un homme poli et courtois. Pour ceux de la maison, Luigi semblait fiable et bien élevé, quelqu'un qui se comportait avec une respectabilité discrète. Au début, Luigi était amical envers Catherine, la traitant avec gentillesse, tout comme il le faisait avec tous les autres pensionnaires de la maison. Il lui demandait sa journée à l'école, conversait poliment et partageait des anecdotes professionnelles. Cependant, avec le temps, Catherine commença à remarquer quelque chose chez lui qui la mettait mal à l'aise. Au début, c'était subtil. Ses yeux restaient un peu trop longtemps sur elle, ou sa voix avait une intensité particulière. Lorsqu'il s'adressait à elle, elle essayait de rejeter cela comme étant le fruit de son imagination, mais le sentiment de malaise ne faisait que s'accentuer. Ce qui paraissait autrefois de la sympathie de sa part devint plus troublant, rendant Catherine méfiante et sur ses gardes près de Luigi. Un jour, Luigi rentra plus tôt que d'habitude alors que Catherine était seule. Dans une des pièces, il s'approcha d'elle avec ce regard intense qui la troublait depuis des mois. La peur la saisit quand elle comprit ses intentions. Désespérée, elle courut de pièce en pièce pour fuir, mais il finit par la coincer. Elle saisit un tisonnier à proximité dans une tentative frénétique de se défendre. Cependant, Luigi la maîtrisa, arracha le tisonnier de ses mains et le fracassa violemment contre le sol. Le bruit résonna dans la maison vide. La suite est restée entourée de mystère et de tristesse, laissant place à la spéculation. Catherine se souvint plus tard que, dans le chaos du moment, elle avait effacé ses souvenirs, plongée dans un brouillard de peur et de lutte intense. À son réveil, elle était allongée au sol, sa mère Maria à ses côtés, le visage inquiet et stupéfait. Maria venait tout juste de rentrer chez elle pour découvrir cette scène horrifiante, trouvant sa fille couverte de bleu et tremblante. Les preuves de son épreuve étaient éparpillées dans la pièce. En comprenant la situation, Maria protégea vite Catherine de nouvelles souffrances. Luigi fut aussitôt expulsé. Cependant, lorsqu'il s'est agi de demander justice, Maria a pris une décision déchirante. Elle a choisi de ne pas porter plainte contre l'homme qui avait violé sa fille, malgré l'atrocité de ses actes. Pour Maria, la peur du scandale était immense.
Elle redoutait que révéler l'incident aux autorités n'apporte honte et commérage, ruinant à jamais la réputation de Catherine. Elle croyait que toute procédure judiciaire ne ferait pas que retraumatiser sa fille, mais l'exposerait aussi à un jugement sévère de la société. Maria pensait que le silence était le moindre mal, même si cela sacrifiait la justice pour ce crime. Bien qu'elle ait voulu protéger Catherine, sa décision fut un fardeau, laissant la famille avec une douleur et une colère persistantes après les faits. 9 mois plus tard, alors que Catherine n'avait que 12 ans, elle donna naissance à un petit garçon. Maria, sa mère, voulut préserver la réputation familiale et garda l'affaire secrète pour éviter les soupçons. On emmena discrètement le bébé et dit à Catherine qu'il était mort peu après sa naissance. En fait, Maria fit adopter l'enfant par ses amis proches, Monsieur et Madame Alfred Frasio, qui l'élevèrent comme leur fils. Maria pensait que c'était la seule solution pour l'avenir de Catherine. Pour elle, la stigmatisation d'être mère célibataire détruirait toute chance pour sa fille de trouver un mari respectable ou de vivre normalement. Pour Maria, le silence était une nécessité, pas un choix, et elle exhorta Catherine à ne plus jamais parler du bébé. Le cœur lourd, Catherine accepta, portant le poids des secrets tout en essayant d'aller de l'avant dans sa vie. De temps en temps, Catherine croisait Luigi Fino, bien qu'elle essayât de l'éviter, car sa vue la remplissait toujours d'effroi. À 16 ans, la vie de Catherine prit un tournant plus heureux quand Rocco Donino, 20 ans, commença à la courtiser. Rocco, gentil et travailleur, séduisit vite Catherine. En juillet de cette année-là, ils se sont mariés, offrant à Catherine un nouveau départ et l'espoir d'une vie plus heureuse. Mais l'ombre de son passé et Luigi Fino menaçaient sa paix fragile. Après leur mariage, Catherine portait toujours le poids de son secret et la persistance de Luigi Fino. Rassemblant son courage, elle se confia à Rocco. Le visage de son mari se durcit pendant son récit douloureux, mais il l'écouta sans interrompre. Rocco connaissait déjà la réputation douteuse de Luigi, son charme qui masquait ses tendances prédatrices et son pouvoir sur les hommes comme sur les femmes. Malgré sa colère face à ce que sa femme avait enduré, Rocco déclara qu'il était d'accord avec la décision de la mère de Catherine et qu'il valait mieux qu'elle ait gardé l'incident secret. Il assura à sa femme que le passé n'affectait pas ses sentiments et se promit de la protéger. En quittant New York, le couple s'installa à Evanston, Illinois, pour y construire une nouvelle vie et offrir à Catherine un soulagement et une sécurité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Au début, tout semblait parfait, mais après seulement quelques semaines, la paix de Catherine fut brisée. D'une manière ou d'une autre, Luigi avait découvert leur nouvel emplacement et avait compris la raison de leur départ soudain de New York. Des lettres de menaces commencèrent à arriver. D'abord destinées à Catherine, elles contenaient des menaces voilées et rappelaient son passé. Puis Luigi tourna son attention vers Rocco, exigeant une somme d'argent importante. Il a écrit que s'il refusait, il dévoilerait la disgrâce de Catherine à la famille et aux amis de Rocco. Bien qu'il ait d'abord minimisé les craintes de Catherine, Rocco était maintenant envahi par la panique et la colère. Le poids des menaces de Luigi était devenu trop lourd à supporter pour lui. Pris de frustration et de désespoir, il a accusé sa femme de leurs problèmes et lui a ordonné de partir. Le cœur brisé et se sentant abandonnée, Catherine partit à Chicago chez des amis. Désormais seule, elle était tourmentée par cette terrible journée. Lorsqu'elle n'avait que 12 ans, sa douleur commença à s'approfondir considérablement. Sa haine envers Luigi devint alors une obsession dévorante, car elle ne pouvait penser qu'à la cruauté qu'il lui avait infligée. Un souvenir en particulier revenait sans cesse à son esprit et semblait la hanter. La poupée qu'elle tenait lorsqu'elle avait été attaquée, un cadeau qui symbolisait son innocence. Il la lui avait arrachée puis brisée, symbole de ce qu'il lui avait fait dans la vie. Ce souvenir renforça sa détermination. Elle refusait de vivre sous l'ombre de son passé ou la peur de Luigi. Elle prit un revolver à un ami et des lunettes sombres à un autre, pensant qu'elle pourrait lui servir de déguisement. Avec ses dernières économies, elle acheta un billet de train pour New York. Elle arriva un vendredi après-midi et s'installa dans un hôtel bon marché en commençant à chercher Luigi. Elle évita d'attirer l'attention et mena discrètement des recherches auprès de proches de Luigi. Elle apprit que chaque samedi, Luigi se rendait chez un barbier sur la 149e rue entre la 3e avenue et l'avenue Bergen dans le Bronx.
Catherine attendit sur place. Pensant porter un déguisement, lunettes sur le nez et revolver sous le manteau, Catherine se posta en face du salon de coiffure de l'autre côté de la rue. Au fil des heures, elle ne mangea pas, ne but pas et ne bougea pas, son attention entièrement fixée sur ce qu'elle devait faire. Enfin, après 9 longues heures, elle le vit. Luigi Fino, l'homme qui avait ruiné sa vie. Elle le regarda entrer dans le salon de coiffure. Environ 30 minutes plus tard, Luigi ressortit, fraîchement coiffé, les cheveux nets et brillants. Il dégageait son arrogance habituelle en descendant la rue. Les gens vaquaient à leurs occupations, mais Catherine ne quittait pas Luigi des yeux et le suivait. Arrivée sur un trottoir plus calme, elle appela Luigi. Il s'arrêta et tourna la tête, affichant une grande surprise. À cet instant, elle sortit le revolver de sous son manteau et tira une balle dans sa poitrine. Luigi chancela, leva le bras pour se protéger, mais Catherine tira encore. La foule cria et s'éloigna tandis que Luigi Fino s'effondrait. Catherine s'approcha et tira une 3e fois pour s'assurer qu'il ne se relèverait pas. Au milieu du chaos, un policier se précipita sur les lieux et trouva Catherine debout au-dessus de l'homme qu'elle venait de tirer. Calme et sans expression, elle tendit le revolver à l'agent. Puis, d'une voix dénuée d'émotion, elle dit doucement « Il a cassé ma poupée ». L'agent, déconcerté par ces mots, n'en comprit pas la profondeur. La détermination silencieuse de Catherine révélait les années de douleur et de traumatisme menant à cet instant. Luigi Fino a été hospitalisé en urgence et est décédé peu après. Le lendemain, dimanche 14 novembre 1926, les journaux new-yorkais ont rapporté l'incident choquant. En le faisant, la douloureuse vérité sur le passé de Catherine a émergé. Des années de peur, de manipulation et de silence l'avaient épuisée, aboutissant à cette confrontation tragique. Son traumatisme et ses secrets enfouis depuis si longtemps étaient désormais révélés au monde. Ses luttes cachées ne lui appartenaient plus, et le public allait désormais découvrir les horreurs qui avaient façonné sa vie. Malgré cela, le fait demeurait qu'elle avait tué un homme sans défense, en plein New York. Elle était pauvre et allait maintenant affronter le poids de la loi. Cependant, alors que les journaux étaient lus à travers la ville, l'histoire du crime attira l'attention de Harry Thor, un homme rendu célèbre non seulement par son immense fortune, mais aussi par son passé sulfureux. 20 ans plus tôt, il avait défrayé la chronique pour avoir tué l'architecte Stanford White. Un crime commis pour défendre l'honneur de son épouse, Evelyn Nesbit, célèbre beauté de l'époque. Ému par la détresse de Catherine, Monsieur Thor choisit de l'aider. Il offrit un soutien financier important et engagea une équipe d'avocats pour préparer sa défense. Cette implication attira davantage l'attention du public sur l'affaire de Catherine, en faisant une sensation nationale. Ce qui débuta en tragédie devint vite une histoire célèbre en Amérique. La jeune fille de 16 ans qui avait souffert en silence pendant tant d'années se retrouvait désormais au cœur de l'une des histoires les plus tragiques et troublantes de la décennie. Le passé douloureux de Catherine et le crime qu'elle avait commis devinrent le sujet d'une fascination publique intense, suscitant autant de sympathie que de scandale. Les psychiatres ont constaté que le souvenir de la poupée brisée persistait depuis des années, symbole obsédant de sa souffrance. Après l'attaque traumatisante, à 12 ans quand elle a repris connaissance, la poupée brisée symbolisait sa perte tragique, rappel brutal de l'innocence cruellement arrachée. Au fil du temps, la poupée s'était ancrée dans son esprit, symbole de la douleur et du traumatisme subi. Les psychologues ont comparé l'obsession de Catherine pour la poupée à celle de Hedwig dans la pièce de Henrik Ibsen. Le canard sauvage s'est suicidé après la mort de son canard de compagnie Hedwig. Pour Catherine, la poupée cassée symbolisait son enfance perdue, son innocence brisée et les blessures émotionnelles de cette expérience violente. Dans le but de l'aider, Harry Thor a pris une décision ferme. Sa première démarche a été d'engager un avocat compétent, en mettant de côté 5 000 $ pour ses services. Monsieur Thor pensait que Catherine, une jeune fille qui avait tant souffert, méritait une représentation juridique adéquate. Il déclara « La jeune fille a besoin d'un bon avocat et d'un médecin de la défense compétent. » Il a ajouté vouloir garantir un procès équitable. Monsieur Thor a affirmé que ses intentions étaient pures et désintéressées. Il a affirmé à la presse ne rien vouloir pour lui-même et a nié tout motif personnel dans son implication.
Malgré les suggestions d'autres personnes selon lesquelles il devrait rester à l'écart et ne pas s'impliquer avec la jeune fille en difficulté, Monsieur Thor s'est senti obligé d'aider. Il voyait en Catherine un reflet de ses propres luttes contre les jugements du public et les attaques contre sa réputation. Sa décision de la soutenir était ancrée dans un profond sentiment de compassion, malgré la controverse entourant ses actes. Maintenant, confrontée à toute la rigueur de la loi, Catherine était accusée de meurtre et détenue sans possibilité de libération sous caution. Si elle était reconnue coupable, elle risquait la chaise électrique. Elle avait avoué le crime et remis l'arme du meurtre à la police. Elle leur avait aussi montré les lettres de Luigi Fino où il menaçait de révéler ses secrets s'il ne lui donnait pas d'argent. À l'annonce des faits, beaucoup furent indignés et estimèrent les actes de Catherine justifiés. Beaucoup la voyant désormais comme une victime ayant beaucoup souffert. Des gens écrivirent à la presse pour dire que Luigi Fino avait mérité sa mort violente et que la jeune fille avait été poussée au désespoir par sa cruauté. Au début du procès, la salle d'audience était comble de journalistes, de public et d'émotions. Le corps de Luigi Fino reposait encore à la morgue et la sympathie envers la jeune fille accusée affluait de tout le pays. Catherine fit sa déclaration devant le tribunal et le juge montra de la compassion. Le procureur fit preuve d'empathie et Catherine put plaider coupable d'homicide involontaire au premier degré au lieu d'être accusée de meurtre. Dans ses propres mots, prononcés sans hésitation, elle déclara devant le tribunal « Il a eu peur en me voyant et a commencé à s'enfuir. Dieu merci, il m'a vu tirer. » Sa déclaration brutale et les avis des psychiatres l'ayant jugée déséquilibrée ont encore compliqué l'affaire, alors que le crime et les preuves semblaient contre elle. Catherine avait bénéficié d'un large soutien du public, ainsi que de célébrités et de personnalités politiques de premier plan ralliées à sa cause. Il pensait que ces actes venaient de sa souffrance et de sa peur. Sophie Laube, présidente du comité américain pour le bien-être des enfants, a livré un témoignage émouvant pour Catherine. Elle a plaidé pour la souffrance de la jeune fille et les mauvais traitements qu'elle avait endurés à ses côtés. L'avocate réputée Dorothy Frooks s'est proposée pour défendre Catherine, mettant son expertise juridique au service de l'affaire. Margaret Woodrow Wilson, fille du défunt président américain, a aussi soutenu publiquement Catherine. Elle a demandé la clémence au juge et assisté chaque jour aux audiences, usant de son influence pour attirer l'attention sur la situation de la jeune fille. Ces personnalités ont renforcé la défense de Catherine, formant un solide réseau de soutien social et politique. Catherine a été envoyée à l'unité psychiatrique de l'hôpital Bellevue pour évaluation, et son mari Rocco lui a rendu visite pendant ce temps. Bien qu'il ait toujours assuré la soutenir, il s'était éloigné d'elle par peur du scandale. Catherine avait confié à un journaliste se sentir abandonnée. « J'ai tellement souffert, je me fiche de vivre ou de mourir. » Au fil du procès, Dorothy Frooks a appris des faits surprenants sur le bébé de Catherine. L'enfant que Catherine pensait mort a été retrouvé vivant et amené à sa prison. Il avait été adopté par un couple sans enfant, Monsieur et Madame Alfred Fascio, qui vivaient dans le New Jersey et avaient appelé le petit garçon Alfred. La mère de Catherine a organisé l'adoption pour éviter à sa fille la stigmatisation d'élever un bébé étant elle-même enfant. En voyant le petit garçon, Catherine a dit « Je ne l'ai vu qu'un instant. J'étais trop jeune et j'ai trop souffert. Comment pourrais-je l'aimer ?» Pour aggraver sa détresse, elle était de nouveau enceinte, ce qui n'a fait qu'accentuer sa souffrance émotionnelle lorsque son mari l'a mise à la porte à Noël. Beaucoup pensaient que le procès serait abandonné, mais il a seulement été ajourné. Pour les fêtes, Rocco a rendu visite à Catherine avec des cadeaux. Il était très heureux d'apprendre qu'il allait être père alors que Catherine l'enlaçait. En larmes, elle a dit « Toute ma vie, je n'ai jamais connu un Noël heureux. Ce sera le plus heureux jour de ma vie. » Après tant de publicité et de nombreuses évaluations psychologiques, le procès de Catherine Denino, âgée de 16 ans, s'est terminé. Le juge Barrett l'a décrite comme une victime trahie, à la fois par l'homme qu'elle avait tué et par sa mère. Il a ensuite prononcé une peine avec sursis, conseillant à Catherine de ne retourner chez sa mère sous aucun prétexte. Le juge semblait rejeter la faute de tout ce qui s'était passé dans sa vie entièrement sur sa mère, tout en regardant Catherine droit dans les yeux. Il a dit « Si la mère de cette malheureuse enfant avait rempli ses responsabilités, montré de l'intérêt pour le bien-être de sa fille et était une femme respectable,
cette tragédie ne serait peut-être jamais arrivée. Après une brève pause, il a ensuite dit « Être parent a un prix et la plus grande influence sur l'avenir repose entre les mains des parents d'aujourd'hui. » Catherine pleurait pendant que le juge parlait. La jeune femme, aujourd'hui épouse et mère elle-même, a exprimé sa profonde gratitude envers le tribunal et envers le procureur, qui avait plaidé pour la clémence dans son affaire. Catherine a été placée sous la responsabilité de son agent de probation. Le 9 janvier 1927, elle a pu quitter New York avec son mari et retourner à Everstone. Rocco et Catherine ont eu 2 enfants ensemble. Catherine Donino est décédée le 27 septembre 1992 à l'âge de 82 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.